Bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici dans Un monde vivant. On est dans le dernier épisode de la saison officiellement, saison qui a commencé en septembre dernier, au tout premier épisode qui est sorti autour du 10 septembre et puis on a fait une boucle comme ça jusqu'à arriver maintenant tout début juillet avec dans ce lot des épisodes tantôt d'entretien, tantôt quelques épisodes solitaires où je vous ai fait des lectures. Et j'avais envie aujourd'hui de vous retrouver pour une causerie spontanée, pour parler un petit peu de comment a été vécue cette année-là pour le podcast. Vous retrouvez aussi pour une lecture du jour que je trouve magnifique. Et enfin, j'ai aussi envie de vous parler de la suite du podcast, de ce qu'il s'en vient, comment les choses vont continuer d'évoluer. Donc déjà, j'aimerais vous remercier d'avoir été ici, d'avoir été au rendez-vous, d'avoir été de plus en plus nombreux au fur et à mesure de l'année. J'ai reçu dès le début beaucoup de commentaires très positifs, beaucoup d'encouragements bien sûr, mais aussi beaucoup de témoignages de personnes qui avaient été très touchées par les épisodes parce que ça leur avait apporté dans la vie. Et je suis très heureuse d'avoir fait découvrir tout au long de cette année des personnes qui sont chères à mon cœur. En général, les personnes que j'ai interviewées tout au long de cette année, c'est des personnes qui m'ont touchée en premier lieu, que pour un certain nombre, j'ai la chance de connaître dans ma vie. Pour un autre nombre qui m'ont aidée personnellement sur mon propre chemin de compréhension de qui je suis et de toutes ces étapes en fait, pour encore une fois se libérer de cette vaste prison qui est l'existence. L'existence n'étant pas une prison en tant que telle, bien évidemment, mais parfois la prison, c'est les barreaux, en fait, qui nous séparent de cette pureté d'expérience, que ce soit des barreaux mentaux, des peurs, des limitations, des pensées qui viennent trahir, en fait, nos élans naturels et ce qu'on pourrait avoir envie de faire si on se posait pas tant de questions. Et en même temps, nos barreaux du corps, parfois c'est notre corps aussi qui bloque, qui ne veut pas, qui se protège en fait pour plein de raisons. Et puis les barreaux des émotions, voilà, nos émotions qui peuvent nous faire rencontrer des murs dans nos interactions, dans nos liens, là où on pourrait y voir des ponts. Et voilà, et c'est pour ça probablement que ce nom, un monde vivant, c'est un monde où l'élan naturel, qui est l'élan de vie en nous, circulerait encore plus naturellement. Et donc, probablement, on pourrait aussi imaginer qu'il y ait moins de conflits, moins de dérèglement, en fait, de quelque chose de symbiotique, de naturel, d'organique. Et en même temps, est-ce une utopie? Est-ce une direction? Est-ce une finalité possible pour cette planète Terre et toute la vie qui la compose? Ça, ce sont des questions pour moi qui appartiennent à un grand mystère. Et même si on essaie de trouver du sens à l'existence, et même si on essaye de mettre du sens sur nos expériences, force est de constater la plupart du temps que on ne sait pas. Une certitude qu'on pensait avoir, par exemple à 20 ans, à 30 ans, plus tard à 40 ans, 50 ans, 60 ans, peut être déjouée, en fait, plus tard par rapport à un contexte nouveau. Et dans ce grand méli-mélo des vérités, des expériences, peut-être qu'il y a un fil rouge de vérité, une vérité universelle, une vérité qui s'appliquerait à toute loi en ce bas monde. Mais la rechercher ne peut se faire qu'au conditionnel, parce qu'en tant qu'humain, qui est-on pour croire avoir un jour compris réellement une vérité si tant est qu'elle est immanente et donc commune à chacun et à chacune d'entre nous. En tant qu'humain, voilà, moi ce que j'aime, c'est me questionner, c'est rechercher et bien évidemment passer à l'action aussi à un moment par rapport à nos questionnements, par rapport à ce qu'on croit déceler sur les petits cailloux de notre chemin. C'est une façon de vivre que je trouve assez satisfaisante, même si elle demande de faire des deuils consécutifs, des deuils sur certains rêves parfois, des deuils aussi sur des utopies, sur des idéaux, et puis aussi sur des structures qui nous rassuraient et qui surtout semblaient immuables. Ouais, en fait, parfois, on doit s'apercevoir que tout s'écroule. Oui, voilà, parfois, on doit essayer de voir au-delà, et parfois, on a l'impression d'arriver quelque part, et puis c'est jusqu'à ce qu'on trouve encore une nouvelle vision, et que ce soit encore et encore et encore, et c'est infini. J'ai donc peu de réponses à apporter ici, mais voilà, Un monde vivant, c'est un podcast qui questionne, et ce que j'aime aussi plus que tout, et c'est probablement ce qui m'est le plus cher sur cette terre, et ce qui aujourd'hui réellement,
Je sais pas si c'est en voie de disparition, mais en tout cas, moi, je vois que c'est compliqué d'en arriver à quelque chose de ça. J'ai l'impression qu'on fait plutôt des pas en arrière. C'est que, voilà, chacun a son prisme, chacun vient aussi d'une expérience de vie qui lui est propre, qui va lui donner un regard qui n'est finalement réel qu'à partir de sa perspective. Et sa perspective, elle est excluante de toutes les autres perspectives. Elle peut être cérébralement comprise, ok, d'accord, nanana, mais moi je suis là et je crois que c'est la vérité pour tous. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un monde où il y a une réelle perte de nuances, une réelle perte de subtilité. Voilà, c'est soit pro-ci, anti-ça, tout est mis dans des cases. Si on questionne un sujet qui serait censé être non questionnable, puisque ce n'est pas admis d'aller même sur ce territoire juste pour l'explorer, je peux ressentir que voilà, ça va être mis dans des cases. Tout le monde croit peut-être un peu mieux savoir que son voisin. Et c'est un piège pour chacun, hein, et je m'exclus pas en disant ça que c'est toujours un peu de « Ok, qu'est-ce que je vois pas ? Qu'est-ce que je vois pas là ? Qu'est-ce que je vois pas ?» Et donc, le podcast Un monde vivant, il parle aussi de ça, de retrouver du questionnement. Parce que le questionnement, c'est un mouvement dynamique. Quand on se pose des questions, on n'est pas figé, on est en mouvement. Et de ce mouvement, hop, on peut sauter d'un point à un autre, d'une roche à l'autre. Imaginons qu'on soit sur une rivière et qu'on saute de petits cailloux en roche. Et qu'on essaye comme ça de traverser pour aller sur l'autre rive, ça me parle plus. Et donc j'espère qu'avec toutes ces interviews cette année, vous avez pu croquer peut-être une saveur que vous aimez déjà et qui vous est bonne et douce parce qu'elle vient toucher cette sensibilité que vous avez aussi dans votre existence, dans votre chemin, dans votre vie, dans votre être, dans votre corps. Et puis peut-être que parfois vous avez écouté des choses et vous dites « Ah, là, j'avais pas vu ça comme ça » ou « Là, je suis pas tout à fait d'accord. » Ok, qu'est-ce que ça me fait de pas être d'accord avec ça ? Ok, intéressant. Et puis de continuer son chemin. Parfois on prend des choses, parfois on n'en prend pas. Mais dans tous les cas, il y a toujours quelque chose à gagner de la rencontre, en fait, et de la découverte, même de celui qui nous est différent. Voilà un peu comme introduction. Et voilà, et donc les épisodes ont super bien fonctionné. J'ai atteint en cette saison plus de 10 000 écoutes sur les épisodes et plusieurs dizaines de milliers d'écoutes, d'extraits sur la chaîne, sur Instagram. Sachant que le compte Instagram est mon compte global. Il s'appelle pas Alors vous pouvez trouver le podcast Un monde vivant où je relais strictement les épisodes. Et moi j'ai mon Instagram qui s'appelle Libre et Créative. Tout ça est complémentaire en fait. Un monde vivant, c'est un questionnement collectif. C'est pour ça c'est un monde, c'est pour aller vers un monde qui se dimensionne de cette façon. Et puis, libre et créative, c'est mon chemin à moi d'humaine là-dedans. Et donc, évidemment, avec mon activité professionnelle, mes cheminements que j'aime parfois ou pas partager. Mais en tout cas, voilà, c'est revenir à l'individuel une fois qu'on questionne le collectif. Pour moi, les deux sont liés. Les deux s'internourrissent. Je vois beaucoup de personnes qui sont énormément dans le collectif. J'ai fréquenté beaucoup de gens qui fonctionnent, qui vivent dans des écolieux, qui ont des rêves de construire des communautés comme ça, un petit peu en autarcie dans le monde. Je vois aussi bien la politique actuelle avec des mouvements plutôt collectifs où chacun s'effacerait d'une certaine façon au profit du collectif. Il y a les mouvements inverses, plutôt, je vais les nommer individualistes, même si c'est pas je dirais plutôt que ce sont des mouvements libertaires, ou en tout cas voilà, c'est la liberté de chacun qui prime, le chemin de chacun, et donc finalement, moi je fais ce que j'ai à faire, l'autre il se débrouille. Voilà, là encore, on peut questionner la nuance, quel chemin entre les deux, quel chemin et quels allers-retours. J'ai fréquenté beaucoup de personnes qui ont été très malheureuses au bout de quelques années en écolieu parce que elles ont disparu dans ce collectif et je ne crois pas aussi qu'on puisse enlever complètement les hiérarchies humaines, les hiérarchies de pouvoir, les jeux de pouvoir. Donc en fait, même si on est avec des humains les mieux intentionnés du monde, et ça c'est valable aussi pour la politique, je crois pas qu'à un moment il va y avoir un monde où il y aura plus de hiérarchie de pouvoir parce que l'humain est naturellement l'humain et donc de toutes les façons, il y a quand même des dynamiques de domination qui se créent entre différents êtres. Et
Moi, ce que j'aimerais plutôt enrichir là-dedans, c'est donc peut-être qu'il y ait encore des hiérarchies, puisque si c'est la nature humaine, c'est pas, on va pas la changer avec notre prisme mental. Et c'est d'ailleurs ce que je vois énormément dans notre société aujourd'hui, c'est que les gens veulent tout changer par leur mental. Mais le corps est souvent absent, et le sensible est absent. Et c'est le sensible qui nous fait recueillir ces multiples prismes, cette compréhension que nos compréhensions ne sont pas tant que ça. Et donc je peux voir des personnes qui disent égalité pour tous, égalité dans ce lieu et tout, mais en fait, moi j'aurais plutôt envie de dire qu'il y ait des hiérarchies, ok, mais est-ce qu'on pourrait plutôt hiérarchiser le pouvoir dans d'autres catégories que celles qui sont actuellement valorisées ? Et donc, au lieu de parler d'un charisme superficiel, peut-être d'une meilleure capacité à communiquer et à aussi comprendre les dynamiques de manipulation invisibles, des mécaniques qui sont très vicieuses et qui peuvent même être bienveillantes d'une façon, pour les remplacer par une hiérarchie de sagesse. Donc par exemple, la sagesse de l'expérience, des initiations vécues, de rites traversés. On peut pas être expert en tout, donc peut-être vraiment comprendre son expertise si on en a une, et on n'est pas obligé de tous être expert, hein. Il y a des gens qui peuvent être musiciens et ils vont apporter de la poésie dans le monde et ça va être déjà très bon de naviguer entre ces différents prismes de pouvoir, d'expertise, de rôle, et de plutôt créer une complémentarité comme ça, sans chercher à ce que l'autre soit différent. Pour moi, un bon leader, quelqu'un qui détient un pouvoir, on ne doit jamais se sentir mal à son côté. On doit toujours sentir que notre parole est valorisée, qu'on est entendu, qu'on est écouté, qu'on est réellement vu. C'est pas une apparence, c'est pas une superficie d'image, de jeu. Ce que je veux dire, c'est que c'est très subtil, les mécaniques de pouvoir, et que en fait j'ai soif d'un monde où la remise en question est réelle. Moi je rêve d'entendre des politiques dire je suis désolée, je me suis trompée, de pleurer en public en disant ouais, j'ai fait une erreur là, vraiment, je veux dire je me suis trompée profondément, je ne savais pas, et aujourd'hui même quand vous me parlez je ne sais pas, parce qu'en fait je trouve ça fou, ils ont toujours une réponse à tout alors qu'il y a des questions éminemment complexes et qu'ils ont surtout plutôt de la gestion de communication et de crise qui leur fait parler et agiter la langue comme des robots souvent. Enfin, ça c'est une parenthèse. Donc voilà, donc revenir entre pour moi ce monde éventuellement vivant, donc ce monde, donc ce collectif, et cette humanité, cette individuelle, celle qu'on habite chacun dans notre corps jour après jour. Pour moi, c'est le mix des deux. Je vais vous lire à présent quelques extraits du livre de Christiane Singer, Les âges de la vie. Donc Christiane Singer, c'était une écrivaine qui est décédée il y a près de 20 ans maintenant, en 2007. Donc, ça fait partie pour moi de ces êtres, je pourrais la comparer un peu à Christian Bobin, dans leur immense intelligence, tout à fait humaine. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la synthèse. Dans mon regard personnel, j'aimerais qu'il y ait des êtres comme ça partout, que ce soit ça qu'on valorise en fait, cette forme d'intelligence, encore une fois l'intelligence du questionnement, que ce soit des êtres qui aient une sagesse, et la sagesse ne va pas sans le doute, et le doute ne va pas sans l'expression. J'aimerais réellement que voilà, on s'inspire de ces êtres-là. Là, je vais vous lire des extraits du livre Les âges de la vie. Elle a dit, lorsqu'elle en a probablement fait la promotion, « J'ai écrit un livre sur les âges de la vie. J'ai tenté de montrer ces métamorphoses de l'être au cours de la vie. Il est évident que tout cela ne vaut que si l'on a appris en cours d'existence à mourir. Et ces occasions nous sont données si souvent. Toutes les crises, les séparations et les maladies et toutes les formes, tout nous invite à apprendre et à laisser derrière nous. La mort ne nous enlèvera que ce que nous avons voulu posséder. Le reste, elle n'a pas de prise sur le reste. Et c'est dans ce dépouillement progressif que se crée une liberté immense et un espace agrandi. Exactement ce qu'on n'avait pas soupçonné. Moi, j'ai une confiance immense dans le vieillissement, parce que je dois à cette acceptation de vieillir une ouverture qui est insoupçonnable quand on n'a pas l'audace d'y rentrer. En 2006, elle a été diagnostiquée d'un cancer et il lui restait que 6 mois à vivre. Et donc là, elle a écrit un dernier livre que je n'ai pas lu encore, qui s'appelle « Dernier fragment d'un long voyage ». Et ça m'évoque aussi que dans le podcast, dans les derniers épisodes, enfin dans toute cette saison, j'ai quand même interviewé beaucoup de personnes plutôt
dans un âge mûr de l'existence. Donc je pense à Véronique, qui a plus de 60 ans, Véronique de la Cochetière, Guylaine Delage, il y a encore quelques années de plus, à Daniel Flammenbaum, avec qui on a fait 2 épisodes, qui a plus de 80 ans, France Guilin, pareil, qui a 84 ans, et j'en oublie peut-être. Alors, j'ai fait des épisodes avec des personnes aussi plus jeunes, avec Alix Thomsen, architecte, avec Clément Léon, qui a la trentaine et qui est danseur, avec Maya, qui a la quarantaine et qui nous racontait aussi la perte d'un enfant dans son ventre et de la reconversion professionnelle qui en a suivi, et qui était très connectée sur le subtil à ça, avec Mélanie, qui a la quarantaine et qui a parcouru un chemin de guérison sur le cancer du sein qui est différent des protocoles standardisés chimiothérapeutiques classiques comme on les voit beaucoup dans notre société, qui a écrit La petite fille sur la banquise, qui avait été vendue à plus de 40 000 exemplaires parce qu'elle y raconte le viol qu'elle a vécu en tant qu'enfant, pour une histoire publique qui a été jugée aux assises quelques décennies plus tard. Et puis maintenant, sa carrière d'écrivain et de comédienne aussi, avec son nouveau livre qui était sorti Puisque l'eau monte. Et puis plus récemment, Marie-Sophie aussi, qui a plus de 60 ans, Marie-Sophie, elle, qui est cuisinière, qui a été actrice de cinéma, qui a été le premier rôle dans plusieurs films de Lelouch, avec qui d'ailleurs elle a eu des enfants. Voilà, il y a une forme d'éclectisme. Alors ça a été très féminin, c'est pas forcément seulement l'idée, j'ai envie aussi d'interviewer des hommes, mais les choses se sont ainsi faites. Et ce que je veux dire, c'est que moi j'adore entendre parler des personnes qui ont quelques décennies de recul sur la vie. Et il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a fait ce retour, qui m'a dit ça me fait du bien d'entendre des gens qu'on n'entend pas forcément partout et qui ont intégré ce qu'ils disent. Parce que c'est vrai qu'à cette heure aussi des réseaux sociaux, on peut vite avoir tendance à tout exprimer. J'ai vécu ça il y a peu de temps. Et parfois le temps, il donne une autre couleur aux enseignements, aux initiations d'existence. Je trouve que quand on a ce recul, on n'a pas forcément les mêmes mots dessus, pas forcément le même regard, et je trouve ça super précieux en fait, personnellement, de aussi me nourrir de la transmission de personnes qui sont un petit peu plus loin dans le chemin que je parcours à mon tour, sachant qu'on ne sait jamais ni quand il y a de début ni quand il y a de fin à ce chemin. Je vais passer à la lecture et puis ensuite je vous parlerai de comment la suite se propose. Comme la dernière fois, j'aimerais vous inviter à vous faire vraiment un moment de relaxation, de plaisir. Continuez ce que vous êtes en train de faire, parce que si vous cherchez le bon moment parfait pour écouter, ce bon moment, il n'arrive jamais parce qu'on a toujours quelque chose à faire. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes dans votre lit le soir, restez dans votre lit et puis endormez-vous avec ces mots. Si vous êtes en train de vous balader, vous êtes dans les transports, eh bien restez avec ça. Si vous êtes en train de faire la vaisselle, en train de faire le ménage, en train de faire des petites choses manuelles à côté, restez avec ça. Voilà, quoi que vous soyez en train de faire, mais en tout cas, plongez-vous dans cette écoute qui laisse place à la réception seulement et pas au qu'est-ce que c'est. Soyez dans cette réception-là. Nous sommes tous des gens du voyage, et ce voyage est la vie. Nous traversons l'un après l'autre des pays où les perspectives et les aventures ne se comparent pas entre elles, où change jusqu'à la perception que nous avons des êtres, des choses, du temps et de l'espace. Ces pays ont leurs villes, leurs campagnes, leurs monts et leurs mers, et les cols vertigineux qui les séparent en font des territoires autonomes, dont l'exploration successive constitue l'existence humaine. Cette traversée, nous ne l'effectuons pas seuls, mais, bon gré mal gré, avec la caravane de la génération avec laquelle nous nous sommes mis en marche, et dont les rangs iront s'éclaircir jusqu'au terme. Tantôt pleine d'ardeur, elle nous porte de son élan, tantôt rétive et incertaine, elle nous grève de son anxiété. En route, nous croisons d'autres caravanes venues d'autres âges, et ces haltes ou ces bouts de chemin filés ensemble sont autant de moments exaltants. Nous nous attardons au récit de ces voyageurs évoquant des lieux que nous avons connus autrefois et dont chaque détail nous attache, ou des contrées dont nous ne savons rien encore, sinon la crainte ou la fascination que lèvent en nous les mots. Certains épisodes du périple créent une illusion passagère de sédentarité. Pour un pays que nous quittons plein d'impatience, il en est d'autres où nous eussions aimé nous attarder, et où l'arrêt d'expulsion lorsqu'il nous atteint nous met au désespoir. Le tragique aussi fait partie du viatique, et quiconque tente de l'esquiver en fixe la brûlure. Une révélation guette celui qui avance le cœur et les yeux ouverts, sans précipitation et tant qu'il se peut sans regret. Après s'être vu dépouillé en chemin de ce qu'il avait un temps possédé, le voilà bientôt,
À sa grande surprise, comblé d'autres biens dont il ne soupçonnait jusqu'alors ni l'existence ni le prix. Il apprend, et sa reconnaissance n'a alors pas de borne, que rien ne lui est ôté en cours d'existence, sans qu'autre chose d'aussi précieux ne lui soit donné en contrepartie. Celui qui n'a pas connu que la vie est incessante métamorphose n'aura pas sa part du miracle. Étranger, tant au pays qu'il traverse qu'à celui qu'il convoite. Partout, dans l'infinie diversité des cultures humaines où notre ère technoïde opère ses coupes sombres, apparaît le même soin amoureux de prendre en charge la vie humaine, de la naissance à la mort, dans un réseau multiple d'images et de mythes. Seule notre civilisation, bâtie sur le rapt et la domination, ignore et nie les diverses manières qu'il y a d'être au monde au profit d'un seul culte hypertrophique et pathogène, celui de la jeunesse. À violer les lois les plus élémentaires de la vie qui est flux et diversité, elle développe au cœur de nos existences ce nœud de fixation, ce carcinome qui les ronge. Par jeunesse, terme honteusement usurpé, elle entend un lien factice d'autosatisfaction et d'excitation permanente de désir et de besoin. Et sur cette plateforme dressée là à grand renfort d'artifice, se piétinent et se bousculent les enfants spoliés de leur adolescence et les adultes aveuglés. Le seul compliment adressé à un vieillard lui suggère qu'il a l'air jeune, ou, pire encore, l'esprit jeune. Deux piètres hommages auxquels la réponse la plus avisée serait de tourner le dos. Qu'un si long périple n'ait pas opéré en lui de transformation. Quel pèlerin en tolérerait l'insulte ? Devant l'âge, lève-toi, dit l'ecclésiaste. Mais devant l'âge honteux, qui le pourrait ? La diversité, c'est-à-dire le principe primordial du vivant, est menacée. Peu à peu, semblable au mazout échappé à la soute des cargos, l'uniformité étale sur le monde sa marée noire. Partout, la réduction, le nivellement, le mélange contraint, l'infâme melting pot, en un mot l'entropie, poursuit son œuvre de mort. De même qu'ont disparu déjà des milliers d'espèces, insectes, mammifères et plantes, disparaissent peu à peu les innombrables façons qu'il y a pour l'homme d'être au monde. Les cultures et les ethnies qui ont survécu au centralisme, à la colonisation et à l'unitarisme économique sont désormais exposées à la mort sous anesthésie de l'assimilation. Les corps de métier ont été fondus aux hauts fourneaux de l'industrialisation. Les régions gobées par les nations par le stratégisme planétaire. Partout, une normalité despotique a plani le relief mouvementé du paysage humain, et jusqu'aux deux principes qui tenaient le monde en balance, le yin et le yang, féminin-masculin, dont la compression en un avatar unique et pitoyable est en œuvre. Et cette vie, notre vie, dont se parcouraient les multiples méandres, les tumultueux et aventureux tracés d'essence, du savoir et de l'âme, se voit expédiée en 3 stations. Un cours préparatoire bâclé, brutal, indifférent des lois de l'enfance. Une jeunesse gonflée au silicone et artificieusement prolongée en un âge adulte plein d'agitation. Et une vieillesse diverticule, déplaisant, dont les progrès de la science nous promettent pour tantôt l'ablation. Je ne m'attarderai pas à ce procès d'un monde auquel j'ai de plus en plus de peine à accorder le crédit de mon indignation. En nous arrachant à son emprise magnétique, en nous refusant de croire à son incoercitible réalité, nous précipitons sa dégradation, mieux qu'en nous coltant avec lui. L'empoignade a ceci d'imprévisible qu'elle fortifie l'adversaire, l'établit dans son existence. Mes coups de poing lui font un thorax, mes coups bas un ventre, mes coups de pied des tibias, et le boutoir dont je l'assomme lui donne enfin le crâne qui lui manquait. Le ton pamphlétaire dont je veux me garder tisse des liens innombrables avec ceux qu'il croit invectiver. Parcourant à rebours les mêmes codes, usant des mêmes références, il reproduit point par point, bien qu'inversé, l'image de ce qu'il combat. Le débat idéologique a ses couples damnés, adversaires inséparables réagissant inlassablement aux stimuli dont ils se gratifient l'un et l'autre, et se transformant sans tarder de créatures vivantes qu'ils étaient en séismographes fidèles de leurs secousses réciproques. C'est une toute autre langue que je veux réapprendre à parler. Celle qui me dictait tantôt les champs gelés où je marchais à la crête durcie des sillons, radieuse, trébuchante, à la rencontre d'un horizon sans cesse reculé où criaient les corneilles. Il est temps désormais de tenter autre chose que ce qui semble à beaucoup fatal, et de prendre nos intuitions et nos rêves pour ce qu'ils sont, des réalités en jachère et qu'il ne tient qu'à nous d'ensemencer. Ces âges de la vie dont je cherche la trace, nous les parcourons comme contrées multiples, et notre modèle sera le Tao, le chemin. Loin du fonctionnalisme qui ne voit de chaque maillon que sa place dans la chaîne, qui ne justifie la graine que par la plante, le gland que par la chaîne, la chenille que par le papillon,
Nous chercherons dans chaque instant cette plénitude close qui n'a de raison d'être qu'en elle-même. La forme de pensée qui traque le sens de ce qui est dans ce qui résulte et qui s'arroge le pouvoir d'accorder des valeurs, de décider de l'importance ou de l'insignifiance de chaque phénomène selon ses propres critères utilitaristes, n'est qu'une embaumeuse de cadavres. Je veux retrouver la faculté d'émerveillement sans laquelle rien de vivant ne se révèle. Pour ce faire, je me garderai d'innover, d'ajouter à d'autres contenus des contenus encore. Un rhume des foins chatouille les esprits d'aujourd'hui, les met sans cesse au bord de l'éternuement d'une mode nouvelle. Dans l'histoire humaine, pétrie de millions d'années, cette petite épidémie d'influenza de notre Europe n'a pas 3 siècles d'âge. Un courant d'air l'emportera. Il suffit d'entr'ouvrir la porte. Attardons-nous, tout au contraire, à retrouver sous les montagnes de gravats les traces, les repères et les signes. Non pas par nostalgie ni traditionnalisme couard, comme d'aucuns se plaigneront à le croire, mais bien par audace et par goût passionné de l'aventure. Car le seul esprit révolutionnaire désormais est celui qui, devant la création, ose l'humilité. La vie n'appartient pas aux mains rapaces qui la vendent, la violent, la manipulent et la dominent. Elle ne se donne qu'aux yeux ouverts qui la contemplent. Toujours les femmes ont été les passeuses. Partout où je m'aventure dans l'histoire et dans l'espace aujourd'hui des cultures minoritaires et marginales, je retrouve ces mains qui ouvrent les yeux des nouveau-nés, mènent la ronde des fêtes, désembrouillent les chevaux des maladies et des détresses, avivent au corps l'amour et se tendent aux mourants. J'ai sur le front leur fraîcheur légère aux nuits de fièvre de mon enfance. Et c'est passeuse que je me veux en commençant ces pages. Je n'ai pas de ressentiment pour les mutilations que notre ère d'institutions anonymes, de dépossession et de prise en charge a fait subir aux femmes. Ma rouerie malicieuse est de les ignorer. Mes forces intactes m'exaltent. Et quand je dis moi par commodité, c'est de toutes les femmes qui m'habitent que je parle. Faut-il ajouter aussi que, ce disant, je n'exclus pas les hommes de mon invitation au voyage ? Je compte parmi cette espèce menacée les plus aimés, les plus irremplaçables de mes complices. Tout au contraire, en me proclamant femme avec délectation et joyeuse impudence, je les rêve aussi, fins limiers, en quête de leurs propres traces. Que serait un monde où on ne célébrerait pas la rencontre des antonymes, où le feu et la glace, le doux et la mer, le sombre et le clair, la nuit et le jour, le triste et le gai, la vie et la mort, l'homme et la femme ne fêteraient pas ensemble les arcanes de leur plénitude. Bien sûr, c'est avec eux, hommes retrouvés, que je veux tenir le dialogue d'Alice et de la licorne. « Tiens, tiens, dit la licorne en apercevant Alice, je croyais les enfants des monstres imaginaires. »« Tiens, tiens, dit Alice en apercevant la licorne, je croyais les licornes des monstres imaginaires. » Un long silence ébahi, et la petite fille, futée, dialecticienne, de le rompre. « Si tu veux bien croire en moi, je suis prête aussi à croire en toi. N'est-ce pas là une solution acceptable pour toutes les deux ? Grande devoureuse de faits et d'actions, impatiente metteuse en scène de situations extrêmes, collectionneuse aguerrie de cœur et d'esprit, de corps et de papier, je découvre tantôt de quoi m'ébahir. Ce n'est pas l'événement seul qui instruit et qui révèle, c'est peut-être aussi son absence. De cette révélation naît ce livre, car dans l'immobilité et le silence retrouvé loin des bréviaires et des manuels de l'époque, se déchiffre le texte immémorial de l'expérience humaine, secret du vide. Réapprendre à ne rien faire, à ne rien déranger, se taire, casser en soi cette radiophonie qui émet sans relâche, ce bavardage incoercible. S'abandonner à la dérive du silence, à cette discipline ancestrale des moines bouddhistes. Nous excellions encore enfants. « Quoi, tu ne fais rien ?» Arraché à l'éperdue contemplation d'un nœud de bois dans la table, le petit de l'homme sursaute, pris en flagrant délit de méditation. L'osmose qui s'était établie entre lui et la chose, peu importe laquelle, est détruite. Ce fragment d'éternité suspendu hors du temps lui est pris des mains, confisqué comme une bille. Le coupable est rendu illico à l'agitation obligatoire à laquelle le zèle de ses éducateurs le condamne. Certains, j'en ai bien connu, sont sauvés par leur malice et brillent dans la mise en scène d'un travail acharné et fictif. Ceux-là iront loin. Ils seront des hommes et des femmes. Les autres renoncent définitivement à ces embardés. Ils deviennent de bons citoyens. Dans presque toutes les cultures existantes, cet état de vacances de l'âme est considéré comme essentiel dans la vie humaine et honoré comme antichambre de la connaissance. Dans nos contrées, les idéologues de tous bords s'accordent à condamner à l'unanimité cette fuite devant la réalité. L'ordre social, l'éducation, le travail, les congés, tout vise à faire du citoyen un homme occupé,
comme on le dit d'un pays envahi par une armée étrangère. Il n'est que de voir avec quelle célérité le temps, laissé libre par la réduction plus ou moins forcée en période de récession économique des heures de travail, est pris en charge par l'organisation des loisirs. Et avec quel pré-stress le malheureux qui avait réussi à s'arracher aux chaînes télévisées se retrouve illico inscrit au cours de bodybuilding de son quartier, quand il ne se croit pas contraint de ripolliner sa cuisine. À l'écoute du silence, on ne rencontre guère sous nos climats que quelques artistes ou artisans, ces primitifs incorrigibles, et de ci, de là, une mère de famille égarée, un amant, un préposé au poste, un représentant de commerce, d'autres peut-être qui, par on ne sait quel jeu du hasard, ont omis de s'assurer tout risque contre la vie. Mais qu'a-t-on donc en soi d'aussi subversif que la contemplation, pour s'être vu impitoyablement bouté hors de notre civilisation ? En ne faisant rien, celui qui n'a rien fait a déjà fait beaucoup, et ce qu'il faut à l'homme pour aller au bout de ses rêves et de ses possibilités n'est rien d'autre que ce qu'il a déjà, son corps. Dès lors, tout s'éclaire. C'est marrant parce que j'avais prévu de lire d'autres passages et je me suis laissée guider par celui-ci et c'est comme si c'est celui-ci qu'on devait découvrir ensemble aujourd'hui. Mais j'en avais imaginé d'autres. J'avais imaginé vous parler un peu de l'enfance, un peu de l'âge adulte et un peu de la vieillesse. Peut-être pour un prochain épisode. En tout cas, je trouve que ces mots résonnent beaucoup avec ce que j'ai dit avant et ma vision et de la vie, et du monde, et de l'être, et ce que j'essaye d'insuffler à travers ce podcast et à travers les conversations que vous y découvrez. Donc on arrive à la fin de cette saison 1, et puis pour l'été, il va y avoir des best-of des épisodes de l'année, ainsi que, si l'élan est là, des causeries spontanées et des lectures comme je le fais là. Mais de toutes les façons, on se retrouve sinon début septembre pour déjà des épisodes qui sont presque tournés ou en préparation. Et on va continuer d'aborder ce que serait un monde vivant avec pléthore de regards, pléthore de réflexions, pléthore de sensibilités. Et on va aussi aller à la rencontre d'un peu plus d'hommes pour les inclure à cette grande quête. Mais voilà, j'aime les femmes, je les trouve sublimes, intelligentes, brillantes, grandes, et j'adore les écouter. Depuis que je suis enfant, je suis vraiment passionnée d'écouter des femmes, en fait. De les regarder, de les observer, et donc peut-être aussi j'aime discuter avec elles dans ce podcast, des femmes de tous les âges. Et en tout cas, voilà. On va continuer à aller vers tout ça. Et si vous avez envie de me faire un commentaire déjà pour me dire ce que ça vous a évoqué cette année, je serais ravie de les lire. C'est quand même un travail assez conséquent, très joyeux. J'ai beaucoup de joie à le faire, mais ça reste conséquent. Donc ça prend vraiment sens quand j'ai des retours, quand j'ai des encouragements, quand je sais qu'il y a quelque chose qui vous a aidé, qui vous a inspiré, qui vous a cueilli. Et puis si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas aussi, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail sarah.unmondevivant@gmail.com. Que voulais-je vous dire d'autre ? C'est une année qui bouge beaucoup de choses pour moi. Je parle peu de ma vie personnelle ici, c'est-à-dire par vie personnelle, j'entends des prises de conscience que j'ai et de comment celles-ci me font cheminer caillou après caillou. Ce que je fais un peu plus sur mon compte Instagram, sur ma lettre Substack, qui est irrégulière parce que j'écris vraiment quand j'ai l'inspiration. Sur ces textes-là, on peut pas être partout, mais j'aime bien le faire. Et peut-être qu'elle deviendra régulière au fur et à mesure que tout va s'organiser un peu mieux et un peu plus. Mais en tout cas, je suis dans une année qui est assez transformatrice. Alors ça fait des années que... Enfin, je vis un cycle de vie actuellement qui est fort, qui est transformateur. Et là, je sens que je suis dans une phase qui est très, très, très... Je vois des choses sous des angles nouveaux. Et je sens que ça change la donne. Donc ça rend encore plus sûr pour moi ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire ma vocation professionnelle, elle se fortifie chaque jour, même si les formes peuvent évoluer, le fond est là en fait. Donc comme vous le savez peut-être, j'adore écrire, j'ai envie d'écrire des histoires, j'avais écrit un roman que je n'ai pas publié.
encore. Peut-être qu'il le sera un jour à l'avenir, mais en tout cas, là, je suis en train de réfléchir et d'écrire cette nouvelle histoire que j'ai en moi. Donc j'ai envie d'écrire. Il y a ces soirées contes aussi que j'ai envie de créer de plus en plus, des soirées d'expériences immersives, de jeux, de contes, donc dans le réel. Et après, il y a toutes ces transmissions en ligne avec ce média, Un Monde Vivant. Et puis d'autres formes de transmission, puisque là je vais sortir d'ici les quelques prochaines semaines un programme sur la santé de la femme où j'expliquerai tout ce que j'ai fait pour guérir de différentes pathologies au niveau toute la sphère reproductrice d'une femme, c'est-à-dire les hormones, pour le coup pour ma part de l'endométriose, un papillomavirus, etc. Donc tout ce que j'ai inclus, et donc je suis en train de le métaboliser dans un programme qui n'est pas un programme, bien évidemment, qui se remplace à un suivi médical personnalisé. C'est très important, surtout que pour toutes ces pathologies-là, chacun est unique, mais qui donne en tout cas énormément de clés sur tout ce que j'ai découvert sur ce chemin. Un peu comme si on prenait un café avec quelqu'un qui me demandait voilà, je viens d'avoir le diagnostic, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et moi, je dirais, écoute, tu vas faire ton chemin, c'est le tien, il va être beau parce qu'il sera le tien, et pas celui du voisin. Par contre, je peux te donner moi, des clés, des choses, des prises de conscience que j'ai eues. Et personnellement, je fonctionne énormément par témoignage aussi. J'adore écouter des partages d'expériences et ça me donne soit beaucoup d'espoir et la force de me lever et de continuer la route quand il y a des choses difficiles, soit même ça me donne très concrètement des pistes à explorer et parmi elles, il y en a qui ont sérieusement changé ma vie. Donc voilà, il y a des choses comme ça et toujours les accompagnements en processus créatif. Donc ça, il faut me contacter en privé, enfin en mail. Et voilà, c'est pour les personnes qui ont besoin d'accoucher d'un projet. J'ai accompagné pendant longtemps des entreprises dans la création de leur podcast et dans leur communication. Donc j'étais à mon compte. Et maintenant, ça peut être aussi des entreprises, hein, mais c'est avec une touche beaucoup plus... Moi, j'offre un regard, j'offre du conseil, j'offre un côté consultant et avec une dimension de coaching, c'est-à-dire d'aller chercher la personne ce qui la bloque dans son processus, mais aussi d'avancer très concrètement. Donc, il y a vraiment des phases de travail pour que le projet que vous voulez avancer, que ce soit l'écriture d'un livre, la création d'un podcast, mais aussi un projet entrepreneurial ou un nouveau projet dans votre entreprise, une nouvelle dimension, puisse émerger. Et voilà, et c'est une alternance entre travail intérieur et travail extérieur parce que les deux sont liés. Donc voilà un petit peu, on va se laisser sur ça. Je me réjouis de vous retrouver, je me réjouis de vous lire si vous avez envie. Et puis surtout, mettez des petits pouces, abonnez-vous, envoyez les vidéos autour de vous. Et si vous l'écoutez en podcast, pareil, envoyez le podcast. Les deux sont bienvenus. Je sais qu'il y a des gens qui aiment la vidéo, je sais qu'il y en a qui aiment plutôt l'audio. Les deux sont disponibles. Moi, j'aime bien les deux, donc c'est complémentaire et ça dépend des moments. Je vous souhaite un très très bel été. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt.